Bonjour, je me présente, Gilda Guimau. Je suis enseignant-chercheur au CEMEF, qui est un laboratoire de recherche de MidParisTech situé à Sophia Antipolis. J'appartiens à l'équipe 2MS de ce laboratoire où je développe mes activités de recherche, notamment autour des procès de fabrication additive. Et en particulier, j'interviens ici dans le cours de simulation numérique des procès de fabrication additive sur une deuxième partie qui est consacrée au suivi des évolutions thermomécaniques des matériaux. Ce cours a aussi été développé avec mes collègues Michel Belier et Yongsheng Zhang, qui font partie de la même équipe de recherche de ZMS au niveau du CEMEF. Pour le plan de ce cours, nous allons d'abord présenter de manière générale les procédés de fabrication additive et les défauts qu'ils génèrent, notamment à ceux associés à une origine thermomécanique. Discuter ensuite de la résolution thermique du procédé, ensuite de la résolution métallurgique. Nous présenterons ensuite tout ce qui a trait aux analyses des évolutions microstructurales, en particulier ceux possibles par l'utilisation d'approches de type domaine cellulaire. Et la dernière partie sera consacrée à la résolution mécanique du procédé avant de conclure. Pour ce qui est des procédés de fabrication additive et des défauts d'origine thermomécanique, il faut d'abord considérer que les procédés de fabrication additive permettent la réalisation directe de géométrie de pièces complexes basées sur l'exploitation de modèles numériques CAO. Et vous avez ici une diversité d'applications de ces procédés qui est assez intéressante dans un contexte industriel. Ils permettent une réduction de la durée de cycle pour passer de la conception à la réalisation au regard de procédés plus conventionnels comme les procédés de fonderie ou d'usinage. Ils amènent également une diminution du coût lié à la réalisation de composants complexes, notamment en faible série, avec des étapes de post-process réduites pour des applications industrielles, donc les étapes de parachèvement se révèlent relativement limitées. Et ils offrent la possibilité de travailler sur des géométries, des formes, des designs qui vont être optimisés afin d'intégrer de nouveaux matériaux qui auraient été difficilement exploitables par des procédés conventionnels et de nouvelles fonctionnalités. Et vous voyez, à titre d'exemple, des pièces ici réalisées avec des gains de masse significatifs au regard de finalement des procédés plus conventionnels, avec des structures en réseau qui gardent cependant leur tenue mécanique initiale. Donc tout ceci amène des libérations de contraintes de conception intéressantes. Et ces process s'appliquent maintenant également à une large gamme de matériaux, comme des allages métalliques, des céramiques, des polymères, même si seulement la première catégorie va faire l'objet de la présentation actuelle. Les pièces réalisées par procédés de fabrication additive sont associées à des procédés qui se révèlent très innovants et des équipements de maîtrise complexes avec une paramétrie qui peut être précisément définie de façon à optimiser la construction des éléments souhaités. La qualité et les performances dépendent de la capacité à définir des paramètres optimaux limitant l'apparition et le développement des défauts. L'objectif étant de retrouver des propriétés similaires aux supérieurs procédés conventionnels et cette paramétrie est souvent extrêmement variée avec de nombreuses grandeurs qui doivent être précisément définies. Les défauts que l'on rencontre dans ces procédés sont assez variés. On retrouve des défauts de type pinhole avec la formation de cavités, comme par exemple ici ces porosités qu'on va voir avec une fusion incomplète de la poudre sur du TA6V. On retrouve également des défauts de type fissuration, ici sur les allages du nickel, avec des cracks qui apparaissent au cours du refroidissement. D'autres sont également observés à des échelles similaires, sinon plus fines. Et on retrouve également des manques de fusion sur les matériaux, comme ici sur le procédé One, avec une fusion incomplète des différentes de la passe précédente et donc une accroche insuffisante pour retrouver des propriétés de tenue mécanique suffisantes sur les pièces réalisées. On a aussi également des instabilités du bain liquide qui sont également autant de défauts dans la réalisation de la pièce et dans la réalisation des cordons. Et en restant cependant à une échelle macro, on retrouve ici un dernier exemple qui correspond à des supports insuffisants sur un inox qui sont rompus au cours de la contraction thermique après réalisation. Limiter l'apparition de ces défauts est nécessaire afin d'améliorer les propriétés finales des produits conçus par fabrication additive et de leur permettre de retrouver les propriétés ou d'atteindre des propriétés supérieures même à celles de produits conçus par des procédés plus conventionnels. Tout ceci nécessite de développer une connaissance approfondie des phénomènes physiques associés aux procédés de fabrication additive, qui sont quand même des phénomènes qui se déroulent à température élevée ou très élevée, avec des problématiques de fusion et de solidification extrêmement rapides, et le développement de contraintes locales qui peuvent être aussi particulièrement importantes, comme on le voit sur certains de ces exemples. L'idée est ici alors aussi de travailler sur les paramètres procédés durant le cycle de réalisation afin de les optimiser.
et la voie de la simulation numérique est intéressante dans cet objectif. Donc des défauts d'origine thermomécanique sont couramment rapportés lors de la réalisation de pièces par procédé de fabrication additive, et ces défauts finalement sont associés à des mécanismes de fissuration ou de distorsion de différentes natures et dans différents contextes de réalisation. Plus particulièrement, un exemple est rapporté ici pour analyser ces mécanismes de déformation et de rupture qui correspond à la réalisation de structures test de type cantilever. Donc ces pièces sont réalisées en fait par procédé de fabrication additive et consistent ici donc dans un exemple relatif à un procédé de type LPBF à la réalisation d'une plateforme par l'intermédiaire également de supports. Donc cette pièce en porte-à-faux va être réalisée comme un test à l'analyse et à la mise en évidence de contraintes résiduelles développées lors du procédé et pour essayer derrière de les quantifier. Donc on se retrouve une fois que la pièce est réalisée ici avec des contraintes résiduelles de type traction en surface liées à la déformation du matériau lors des procédés d'élaboration et au chauffage important. La pièce est alors libérée et les supports sont découpés sur la partie basse. On se retrouve alors avec un cambrage important qui résulte de la libération des contraintes résiduelles. Et cette pièce test permet donc de regarder quel est l'effet des paramétries procédées sur la déformation mécanique du matériau, mais également de valider, par l'intermédiaire d'une démarche d'analyse en comparaison des outils de simulation, des approches numériques, et de valider également des lois de comportement, en particulier pour leur application au contexte industriel. On retrouve à ce moment-là, dans ces analyses, différents facteurs clés du développement des déformations dans les matériaux, notamment l'évolution thermique en cours de réalisation, les problématiques de géométrie de pièces, de taille de pièces, et l'influence évidemment des paramètres procédés qui peut être analysés par ce type de démarche présentée ici, aussi bien expérimentalement que numériquement. Donc, de manière générale, on observe la formation des défauts de type fissure en cours de réalisation par procédé de fabrication additive, et ces défauts, donc liés aux évolutions thermomécaniques du matériau, se trouvent de différentes natures. D'une part, on retrouve des fissurations à l'état solide liées au gradient thermique, au cyclage thermique enduré par le matériau en cours donc de construction. Ces défauts sont perpendiculaires à la construction et diminués par le préchauffage du plateau de réalisation, ce qui est une manière intéressante justement d'en limiter le développement. En effet, ici, vous trouvez des exemples de fissures développées sur des pièces fabriquées en acier rapide avec des températures de préchauffage de 90, 150 ou 200 degrés qui permettent donc d'étudier l'effet de ce paramètre sur la qualité de la construction. Et on se retrouve dans le dernier cas avec un préchauffage important avec une suppression des ruptures de pièces qui est donc due à cette diminution des gradients thermiques en cours de construction obtenue par cette thermique supérieure sur le plateau de construction. Un autre exemple ici, dans le cas du même procédé de construction, est celui qui vient être réalisé lorsque l'on va parachever ou plutôt post-traiter la partie supérieure des couches en cours de réalisation. On a ici donc des pièces qui ont été également construites de même nature de matériaux par procédé LPBF avec une refusion laser de la surface supérieure qui permet donc à une vitesse également élevée, de venir densifier la couche supérieure, de travailler sur la microstructure ou de diminuer les irrégularités de surface. Néanmoins, sans ces procédés, ce traitement de refusion appliqué ici a pour conséquence d'amener également à des refroidissements plus importants. On retrouve des cinétiques de refroidissement plus marqués et on a également des développements par l'apport d'une chaleur supplémentaire de structures martensiques au cours du refroidissement qui viennent fragiliser la pièce et donc qui sont liées à une transformation ferritique incomplète. On se retrouve donc ici avec des défauts également de type fissuration à l'état solide, mais liés plutôt à la fragilité des phases formées. Donc un autre cadre de défaut est celui de fissuration à chaud, qui correspond à la rupture du domaine pâteux avant solidification et qui est rencontré au niveau des joints de grains, en particulier donc lorsqu'on a en fin de solidification une fraction solide importante, entre 90 et 99% ici, dans ce qu'on appelle le domaine de BTR. En conséquence, ces défauts sont formés à l'arrière de la zone de fusion et liés à la biseautation du métal qui est incomplètement solidifié. En effet, on se retrouve donc en fin de solidification, comme illustré ici
dans le cadre de la construction de pièces en superalliage base-nickel par procédé EBM, avec ici, quand on regarde une zone intergranulaire, des films liquides qui se retrouvent donc mis en tension à cause des contractions thermiques du matériau. Et ce film liquide qui est complètement donc solidifié, avec l'ouverture du métal, va conduire à, puisqu'il va favoriser finalement la rupture du matériau par la faible mécanique, il va amener à ce qu'on retrouve ici une ouverture dans le matériau, mais cette ouverture est aussi difficile à alimenter en métal liquide. On a donc une absence de cicatrisation, car le métal liquide peut difficilement pénétrer le domaine pâteux en raison de la forte fraction solide et d'une perméabilité en conséquence très réduite. Ces défauts de fissuration à chaud sont également favorisés par les fortes désorientations angulaires. En effet, dans ces domaines, ici, avec une désorientation de 56 degrés, on a un film liquide qui va persister plus longuement et des difficultés plus importantes à venir terminer la solidification. On retrouve donc au final des structures de solidification de type dendritique, des morphologies dendritiques, dans la zone intergranulaire ici observée après rupture d'une pièce. Donc en conséquence, pour éviter l'apparition et le développement de ces différents défauts de fissuration illustrés ici, il est nécessaire de proposer des modélisations thermomagnétiques fiables, des procédés adaptés aux échelles d'analyse. Donc à l'échelle de la pièce, ils vont permettre en complément également à la limitation de la fissuration de travailler sur les mathématiques de distorsion, de déformation des pièces, travailler également sur les contraintes résiduelles des pièces pour venir les limiter ou faire en sorte qu'elles aient peu de conséquences sur la géométrie de la pièce. On peut également travailler à une échelle plus fine, à l'échelle du cordon, du dépôt de matière, par ces outils de modélisation thermomécanique, et en particulier, par exemple, travailler sur les problématiques de fissuration à chaud. Toutes ces modélisations doivent cependant être couplées aux transformations métallurgiques de la matière afin de proposer des outils fiables, prédictifs, qui vont permettre, au niveau des procédés, de contrôler la qualité des constructions, la qualité des pièces finales. Donc, pour ce qui concerne la résolution thermique, nous allons donc revenir un peu plus précisément sur le modèle de source-chaleur, les simulations macroscopiques et la problématique des dépôts multiples. Donc, pour la résolution thermique, l'objectif est de résoudre l'équation de conservation présentée ici, avec des termes de source et des termes de perte. Et par exemple, dans le cas d'un rayonnement laser, dans le cas d'un procédé donc LPBF, avec une source gaussienne et considérant également un terme de réflexion, on peut avoir soit un terme surfacing rattaché à l'interface du liquide, et avec une approche de type CSF, Continuum Surface Force Method, ce terme surfacique peut être multiplié par la fonction de Dirac, attaché donc à l'interface, enfin décliné à l'interface, avec donc une fonction distance également exploitée dans le cadre d'une résolution de type level 7. Il est également possible pour l'approche, pour les termes volumiques finalement, d'utiliser un modèle de type Beer-Lambert, et dans ce cadre-là, il est rattaché à la poudre, dans lequel on a un rayonnement laser qui va venir pénétrer la matière et se disperser à l'intérieur du lit de poudre, avec un rayon d'ailleurs d'interaction qui peut être augmenté par rapport au rayon du laser. Et les modèles de type Beer-Lambert amènent à ce type d'expression, avec l'utilisation d'une intégrale de parcours pour définir localement les termes sources de chaleur. Pour les termes de perte thermique, ils sont rattachés souvent donc au rayonnement ou à la vaporisation, qui se place à l'interface entre le liquide et le gaz, ou la matière et le gaz. Et donc ces termes de rayonnement peuvent également être exploités sur la forme analytique et multipliés par la fonction de Dirac pour retrouver des termes de perte qui interviennent à la surface de la matière, et faire ainsi le bilan des sources et des pertes et résoudre correctement l'équation de conservation à chaleur. Donc pour ce qui concerne la résolution thermique macroscopique, il s'agit de résoudre également la même équation de conservation, mais de manière simplifiée. Et en particulier, ce que l'on va avoir dans cette situation, c'est souvent une approche par dépôt d'énergie, où l'ensemble d'une zone va être lasé en fait simultanément et va être flashé avec un terme source approprié, associé finalement au dépôt de l'ensemble de l'énergie réalisée sur cette surface et sur ce volume même en considérant l'épaisseur du lit de poudre, mais sur un temps très court associé donc au temps de parcours du laser localement, c'est-à-dire le ratio du diamètre du laser sur la vitesse de scan. Donc ce temps de chauffage très court
cette durée d'exposition laser finalement est utilisée pour définir le terme source de chaleur volumique, et le reste du temps de scan associé à cette même surface, par exemple, est un simple temps donc, de refroidissement de la matière. Le terme source est donc représentatif à la fois du temps de scan de la surface et du temps d'exposition du laser. On a donc un terme source simplifié qui est introduit dans cette équation de conservation. Au bilan, donc, les résolutions thermiques, en particulier macroscopiques, permettent de simuler le dépôt, de faire des simulations de dépôts multicouches qui vont couvrir l'intégralité de la construction de la pièce FA. On travaille également dans ce cadre avec une simplification des entrées sur les modèles d'apport d'énergie et de matière et des sources de chaleur volumique ou de distribution en température comme présenté juste avant. Et dans ce cadre, la résolution thermomécanique est également souvent simplifiée, en particulier pour la résolution macro, les écoulements sont ignorés dans le bas, pour des raisons de coût, d'échelle, de résolution. On aboutit cependant à une prédiction, et on va le voir dans la suite, de la distribution des contraintes, de la déformation durant la construction et après le procédé, en particulier lors des étapes de refroidissement, et ceci vise à intégrer l'ensemble du cycle de fabrication, donc comme représenté ici avec la construction d'une pièce macroscopique par des méthodes de type dépôt de chaleur, dépôt d'énergie. On a la possibilité ainsi d'investiguer par ces outils, par ces résolutions thermiques macro, le rôle thermique et mécanique des supports de construction, modifiant les conditions de refroidissement, et de travailler également sur la survenue des défauts liés à la distorsion, à la déformation QD ou à la fissuration à froid. Il reste également des questions à se poser, notamment pour la résolution thermique, à travers l'étude des méthodes de calcul dans les logiciels commerciaux, de savoir comment il est possible de travailler sur les volumes de calcul croissants. Eh bien, en pratique, dans la littérature, on retrouve deux méthodes. D'une part, une méthode de type quiet element, élément silencieux finalement, où on travaille sur une pièce qui est entièrement maillée dès le départ. Les éléments représentant les régions de matière sont présents dès l'origine, comme représenté ici schématiquement, bien qu'ils correspondent à de l'air, et les propriétés attribuées sont modifiées afin de limiter leur influence dans l'analyse. On retrouve ainsi dans cette résolution une diminution forte des propriétés matériaux, que ce soit en termes thermiques, mécaniques, avec des ratios réducteurs. Et cette approche est intéressante puisqu'elle permet de faciliter l'implémentation numérique dans les codes. On ne retrouve ainsi pas de nécessité de venir changer la numérotation des éléments du maillage, et on conserve le nombre d'inconnus de calcul, puisque le maillage, le système reste à nombre total d'éléments à changer. Cependant, la difficulté est qu'on trouve des matrices de calcul qui sont mal conditionnées en raison des variations fortes de propriétés des matériaux et des grandeurs calculées, et ce qui augmente les temps de simulation numérique liés aux domaines non utiles. Se pose aussi sur ces approches-là la question et plus généralement la question de la poudre à modéliser, qui peut être intégrée dans les calculs par des approches de type conditions limites, où le flux extérieur est calculé par un terme de Fourier relativement donc aux interfaces en contact avec la poudre. L'autre méthode qui peut être employée, la méthode inactive element ou element bursts. Dans ce cadre-là, les éléments représentant les futurs domaines de dépôt sont simplement retirés de l'analyse et la simulation est réalisée sur les seuls éléments matière. La résolution donc est limitée au domaine de calcul actif du calcul, donc couplé au parcours de scan de la source de chaleur. On a à ce moment-là une absence de matrice qui serait mal conditionnée puisque les propriétés matériaux sont réelles et représentatives. Et le système algébrique se trouve également plus simple à résoudre puisqu'il est plus réduit en taille. Les résolutions sont assez simplifiées, les temps de calcul sont plus réduits. Néanmoins, ces approches-là sont plus difficiles à implémenter dans le code de calcul commercial. Et en particulier, il faut travailler sur une renumérotation des équations des systèmes à chaque étape d'activation des éléments. Et travailler également sur la reconnexion des éléments entre eux. Les nœuds des éléments activés ne sont pas non plus à la température initiale attendue, ce qui oblige à introduire une énergie artificielle dans le système. Afin de résoudre ces problématiques, d'autres méthodes de calcul sont progressivement présentées, comme par exemple la méthode mixte qui a été proposée par Michael Harris, qui combine les deux stratégies. Les couches supérieures sont ainsi dans un état inactif et la couche suivante, qui va être lasée, est dans un état silencieux. Dans ce cadre-là, l'activation des éléments se fait uniquement quand le laser vient en contact des éléments impactés, et on a une transition qui est réalisée couche par couche. La renumérotation des éléments ou des équations est finalement limitée,
puisqu'elle est réalisée seulement à la création complète des couches, ce qui limite le coût et le travail de renumération. Et on a à ce moment-là quand même un travail à faire d'étude des conditions limites relatives au système, avec un reset des températures à l'étape d'activation qui est toujours problématique dans la mesure où il s'agit de réinitialiser les températures des éléments. Donc, dans le cas de la résolution thermique, se pose également le problème du dépôt, du suivi du dépôt. En effet, le suivi individualisé ou en ligne du dépôt de matière est une approche qui se révèle relativement complexe et coûteuse en temps de calcul, puisqu'elle est associée à la longueur totale du parcours du laser. On a, dans l'exemple ici, d'une pièce en procédé LPBF avec un cube de 1 cm, et si en considérant une épaisseur de couche de 40 micromètres et une distance interscan de 50 micromètres, ce qui sont des valeurs tout à fait réalistes, une longueur totale scannée, lasée, de 500 mètres, qui, pour une pièce réelle d'une taille de dizaines de centimètres, se révélerait dépasser le kilomètre, voire plutôt même la dizaine de kilomètres. Donc, le suivi individualisé du dépôt de matière en continu est une approche qui est limitée aux conditions des dépôts importants au regard des dimensions des pièces, qu'on retrouve dans les procédés de type WAM ou LND, mais il y a une impossibilité pratique de développer des solutions numériques pertinentes permettant le suivi du dépôt individualisé dans de très nombreux procédés de fabrication additive. Dans ce cadre-là, on vient développer des approches basées sur les dépôts par ligne de lasage, de hatch. On va venir finalement déposer la matière et déposer l'énergie simultanément sur l'ensemble d'une ligne de construction. Et ces approches peuvent ensuite être étendues à des fractions de couches déposées ou voire à des couches et des couches même regroupées avec une approche type supercouche où un ensemble de couches vont être simultanément construites avec les énergies et matières associées. Ces approches, on va le voir, sont intéressantes. Elles permettent une prédiction relativement pertinente du champ de température, en tout cas en premier ordre. Néanmoins, on a également des limites associées à ces procédés que l'on va voir par la suite. Ici, vous avez un exemple particulièrement intéressant de la comparaison des stratégies de construction proposées par Ciumenti. Ici, il s'agissait donc de suivre l'évolution thermique en cours de construction de pièces réalisées par LPBF d'alliage TI6 à L4V, avec deux murs construits, l'un de taille réduite, 5 mm, l'autre de taille plus importante, 40 micromètres, avec une section identique de 80 x 50 mm. La comparaison des stratégies a été ici développée, avec soit un suivi individualisé, donc un suivi par hatch, des lignes déposées de matière, ce qu'il appelle une stratégie High Fidelity, soit on vient regrouper à ce moment-là les lignes lasées par 5 par 5 avec un dépôt unique sur le petit mur et 8 dépôts sur le grand mur, soit on vient travailler avec un dépôt complet de la couche, voire un travail par supercouche, et à ce moment-là, c'est l'intégralité de la surface qui est scannée. Donc, si on compare les différentes stratégies de construction pour cette résolution thermique, il est intéressant de voir sur des capteurs comment la température évolue. Par exemple, sur le premier mur, les stratégies hatch par hatch, layer by layer, ou la stratégie visant à regrouper 4 couches, 4 layer by 4 layer, sont comparées. Elles donnent des évolutions thermiques relativement similaires, même si quelques écarts persistent. Les évolutions en température au premier ordre sont quand même très proches. Et une stratégie High Fidelity, comparée à une stratégie hatch par hatch, donne aussi une évolution très similaire. Donc on retrouve finalement, même avec une stratégie hatch par hatch, des évolutions thermiques très proches de celles attendues qui sont obtenues, elles, à Infinity, sur des temps de calcul relativement plus importants, ici donc avec des rapports de quasiment 5 sur les temps de simulation. Et les stratégies layer by layer, elles, sont également représentées ici avec des temps de calcul extrêmement réduits, même si derrière des écarts sur les températures peuvent persister. Au bilan, donc, les stratégies de regroupement de couches sont quand même particulièrement intéressantes. Elles permettent, sur des temps de calcul très réduits, d'obtenir des résolutions thermiques relativement précises au premier ordre et d'avoir déjà un ordre de grandeur des évolutions de température dans les pièces en cours de construction. Donc, si on regarde plus précisément également d'autres exemples de résolution thermique, vous avez ici un exemple de réalisation d'une aube de turbine par des dépôts multiples. L'idée était ici, dans un travail développé par Yang Shengzhang au CNF,
de travailler sur la déposition de matière et de regarder différentes stratégies de construction par question de couche complète ou ensemble de couches. L'idée dans ce cadre-là est de travailler sur une pièce qui a cette géométrie-ci, qui est décomposée par un slicer avec l'utilisation d'un G-code pour refaire une construction par parcours de dépôt d'énergie avec une projection de la géométrie en utilisant une définition de fonction level set phi dans l'espace. Donc la fonction level set est progressivement actualisée de façon à construire réaliser la construction de la pièce couche par couche, et on trouve ici une décomposition en pas de temps pour donner juste quelques éléments en temps de chauffage avec un temps d'exposition laser. Le refroidissement est une partie du temps de scan, et le temps de dépôt poudre est aussi intégré à la simulation. On retrouve ici également la géométrie complète de la pièce immergée dans un maillage élément fini. Donc on a des stratégies en dépôt d'énergie dans l'épaisseur de la couche avec une résolution thermique. Et au bilan, donc, il est possible de suivre la construction de la pièce. Donc, vous avez ici une simulation qui montre le champ de température avec la poudre représentée. L'autre exclut la poudre dans la représentation, et on voit bien au cours de la construction les différents dépôts d'énergie qui sont réalisés avec des températures qui atteignent les 1000 degrés dans les zones qui sont flashées, et progressivement une diffusion de la chaleur à travers de la pièce. Donc la construction se poursuit jusqu'à l'achèvement de cette construction associée donc au modèle CAO préalablement défini. On voit bien la chaleur se diffuser dans la poudre progressivement, avec donc c'est une élévation de température à quelques centaines de degrés. Et il a noté également qu'on a ici 50 couches qui sont déposées, ce qui correspond à une trajectoire d'environ 18 mètres, et avec à peu près 2 millions d'éléments dans un maillage élément fini exploité, pour un temps de calcul qui est de l'ordre de 17 heures, mais en utilisant près de 100 cœurs dans une approche parallélisée. Donc pour ce qui est de la résolution métallurgique, il s'agit de discuter de l'influence de la microstructure et de suivre les transformations de phase qui ont lieu dans le matériau en cours de construction. Donc dans les procès de fabrication additive, les évolutions microstructurales jouent sur les évolutions également mécaniques et thermiques des matériaux. Elles sont le résultat de processus incrémentaux avec des cycles de fusion, solidification, refroidissement marqués qui peuvent aussi conduire à des grossissements de grains. Et on retrouve une forte orientation locale des structures formées, comme ici dans l'exemple d'une structure formée dans un procédé LPBF sur un matériau TI6L4V, où on retrouve des structures de grains colonnaires orientées verticalement, donc liées à la croissance épitaxiale et liées également aux sections d'orientation de structures des orientations des grains en cours de construction. On a donc des structures qui apparaissent également souvent fortement inhomogènes, même à paramétrie fixe, et également des structures qui vont avoir des tailles caractéristiques liées aux conditions de refroidissement ou vitesse de refroidissement rencontrées, comme ici dans cet article de Etch, avec des structures sur ce matériau de type LAD Manstetten, de type réseau ultra fin ou avec des microplaquettes ultra fines également. Les natures des phases sont souvent complexes, en raison de la nature multiphasée et multicomposée des matériaux. On retrouve également régulièrement des phases métastables liées aux conditions de refroidissement rapide, comme par exemple des phases martensitique, des conditions aussi de formation hors équilibre. Et tout ceci nécessite de développer des modèles fiables des transformations métallurgiques afin de prédire les propriétés finales des matériaux, donc les lois de comportement bien sûr des matériaux, mais également les contraintes résiduelles qu'on va développer, et éventuellement également la présence de défauts. Et tout ceci conduit aussi normalement à pouvoir prédire ou essayer d'estimer l'anisotropie des comportements mécaniques des matériaux élaborés. Au bilan, on retrouve des développements de structures fines dues au refroidissement rapide qui sont plutôt positifs et qui améliorent la tenue mécanique. Et des défauts typiques des procédés de fabrication additive sont également rencontrés en raison de ces microstructures, comme la formation de microporosités, d'intermétalliques, d'oxydes, diminuant la tenue mécanique du matériau. Donc, dans les procédés additifs, les méthodologies de prédiction des transformations de phase et d'estimation des transformations de phase sont directement héritées des procès de soudage avec l'exploitation de diagrammes TTT, temps, température, transformation. Mais on retrouve cependant peu de modèles multiphasés qui permettent de suivre les transformations des différentes phases individuellement. Un exemple ici est fourni dans cette étude par Salsi, qui s'attachait à suivre les transformations sur le T6AL4V lors d'un procédé de type LPBF. On a dans ce matériau en particulier des phases bêta qui sont formées donc à haute température au-dessus du transus,
donc au-dessus de 2000 degrés, et des phases alpha qui vont se former à plus basse température en dessous du transus. Ces phases alpha, donc sur le T, ici c'est L4V, sont de différentes natures. Elles peuvent se former sous forme de bande de Widmann-Stetton avec une structure alpha W et un bêta résiduel. Elles peuvent être localisées au niveau des joints de grains avec la formation donc, du alpha GB ou se présenter sous forme d'une structure martensitique fine, aciculaire, liée à un refroidissement rapide. Et c'est ces structures-là que l'on retrouve sur les plus fortes vitesses de refroidissement, en particulier lorsqu'on passe en dessous de la température martensitique start, et elles vont être formées à ce moment-là à partir du bêta résiduel, en dessous d'une température de 650 à 500 degrés. Le vanadium vient également stabiliser la phase bêta, ce qui augmente les fractions résiduelles de phase bêta présentes. Et on retrouve au bilan donc, des transformations qui peuvent être de type diffusif ou non diffusif, selon les conditions rencontrées, donc avec la formation du alpha Widmann-Stetton ou d'une phase plutôt martensitique pour les plus forts du refroidissement. Et ces différentes phases vont ensuite évoluer pour reformer une phase bêta lors des opérations ou des étapes de chauffage. Et on va avoir une redissolution de la phase martensitique ou une redissolution des phases de type Widmann-Stetton selon les conditions de refusion ou de réchauffement rencontrées, avec des températures critiques ou typiques associées à ces transformations, qui ne vont pas être détaillées ici. Donc, le modèle, comme on a dit, les modèles reposent sur les diagrammes TTT et un principe d'additivité qui correspond à faire un cumul des fractions de phase formées aux différentes températures rencontrées, en particulier aux températures qui peuvent être imposées numériquement sur des intervalles de temps réduits, pour suivre les différentes étapes de transformation du matériau. On utilise à ce moment-là l'équation de Johnson, Mel, Avrami, Kolmogorov dans cette étape, dans ce principe de suivi des transformations. Et plus précisément, l'idée est de considérer que les transformations ou les évolutions des fractions de phase formées vont suivre une équation en 1 moins exponentielle moins 4Tp, T étant le temps de transformation accordé à la phase que l'on cherche, dont on suit la formation, et K et P étant des paramètres qu'il s'agit de calibrer et qui sont notamment calibrés en regardant les débuts de transformation et les fins de transformation, associés par exemple à 5% de phase et à 95% de phase formée. On a donc à ce moment-là une calibration qui est faite sur les courbes associées au début et aux fins de transformation avec les paramètres estimés à partir des temps caractéristiques. Au bilan, ces modèles, bien que très simples, permettent d'intégrer les étapes de germination, croissance, blocage des formations des phases et doivent être corrélés bien sûr sur des traitements isothermes. On va à ce moment-là sommer les fractions de phase formées et on regardera par exemple les évolutions des transformations entre deux températures d'étude, TA et TB. Et l'idée, le principe, c'est que finalement, si on suit la transformation au cours d'un maintien à TA jusqu'à un certain instant où on a atteint une fraction xn, on va alors, si on doit suivre un autre chemin ou une autre température de transformation, TB par exemple, attaché ici à une transformation plus rapide, on va calculer un temps équivalent, un temps fictif équivalent, qui aurait été rattaché à former la même fraction, mais en suivant la température de transformation TB, en restant à la température de transformation TB. Donc ce tau n est calculé avec l'équation de Johnson, Mel, Kolmogorov, avec les paramètres attachés à la température TB. Donc on retrouve pour xtn un temps tau n fictif, et on va suivre à ce moment-là la transformation avec un temps sur un temps delta t sommé au temps tau n précédemment estimé. Et donc en faisant cette étape, en travaillant ainsi avec un principe d'additivité, on va pouvoir cumuler les fractions de phase formées aux différentes températures rencontrées au cours notamment d'une étape de refroidissement et suivre ainsi les fractions de phase que l'on va former au cours du refroidissement de notre matériau. Et tout ceci doit normalement être modifié en considérant que l'état initial du matériau ne peut pas permettre toujours une conformation complète ou d'avoir 100% de la phase formée, et aussi en considérant que l'état d'équilibre ne correspond pas nécessairement à avoir 100% de fraction formée. Donc des termes correctifs sont également introduits pour suivre ces transformations. Et si on s'attache à suivre la transformation martensitique, on va à ce moment-là plutôt utiliser une relation de type Kohlstein-Marburger avec une transformation qui va débuter une transformation martensique start, qui est également donnée par le modèle de la littérature.
Au bilan, on arrive à avoir des modèles relativement complexes, hein, puisqu'il va falloir suivre les différentes étapes de transformation et tous les ensembles de transformations qui peuvent intervenir au cours d'un cycle en intégrant à la fois le refroidissement et le chauffage, en distinguant les différents cas. Et vous avez ici un résultat qui a été obtenu sur le suivi des transformations du TI6 à LK2 également, lorsqu'il a été appliqué au procédé de fabrication additive LMD avec les résultats de Babu. On a ici intégré dans les transformations, celle-ci a intégré le cycle thermique complexe du matériau que vous retrouvez avec des évolutions en température représentées ici au cours d'une construction en procédé LMD. Et on a suivi ici, au niveau numérique, par le calcul et par l'utilisation du modèle qui a été rapidement présenté ici, les fractions de phase alpha calculées. On retrouve dans la courbe bleue finalement une évolution de déformation de phase alpha qui nous amène pratiquement à 100% de phases formées. Et en comparaison des données expérimentales mesurées par Babu, on retrouve un très bon accord finalement sur les transformations. Donc bien que les cycles thermiques peuvent être complexes, des modèles basés sur les lois d'additivité et le modèle donc de transformation, la transformation présentée, permettent d'obtenir des résultats qui sont très probants. Tout ceci, et ça c'est aussi intéressant, dépend fortement des modèles physiques et des calibrations. Si on s'attache à regarder les fractions de Martin-Site qui ont été calculées ici dans ce même approche, on peut trouver des résultats qui sont très différents selon les lois exploitées. Il y a donc une forte sensibilité aux lois d'utiliser pour définir les fractions Martin-Site quand on travaille sur des modèles qui ne sont pas encore parfaitement connus ou estimés, et avec une forte dépendance évidemment avec les conditions de refroidissement. Donc il s'agit maintenant d'appliquer ces modèles de résolution métallurgique pour suivre les transformations en cours de construction de volumes plus complexes. Ici, ce sont des cubes tests qui sont employés pour de 10 cm, qui sont construits par procès LPBF, avec un suivi par un maillage octaédrique et avec 25 éléments de la construction. Deux paramétries sont exploitées en reprenant les données de cette référence, de ZOO, et on va simuler par une approche couche par couche l'évolution des transformations de phase. En particulier, il s'agit de regarder quelles sont les évolutions de la formation des phases martinsitiques dans le matériau. Donc les deux paramétries sont rattachées à des constructions fortement ou faiblement énergétiques. On retrouve ici donc les fractions de martinsite qui sont beaucoup plus réduites dans la partie médiane que pour une construction fortement énergétique que dans le cadre d'une paramétrie faiblement énergétique, ce qui se retrouve également dans le cadre d'un suivi sur la ligne médiane des fractions des phases formées. Et on retrouve ici, dans le domaine, dans le cas faiblement énergétique, une structure mixte formée de la phase martinsitique et d'une seconde phase. Et dans le cadre d'une paramétrie fortement énergétique, ici, on a une dissolution pratiquement complète de la martinsite. Et donc une fraction de martinsite quasiment nulle dans la partie médiane. Dans les deux cas, on retrouve cependant des fractions de martinsite partiellement marquées dans la partie supérieure et encore plus marquées dans le cas des paramétries faiblement énergétiques, où à nouveau, le faible apport d'énergie permet de limiter la redissolution de la martinsite telle qu'elle est rencontrée dans la paramétrie énergétique. Et ces données, malgré tout, sont bien comparées aux résultats des observations expérimentales. On retrouve bien sur la paramétrie S3 la structure lamellaire qui est ici, correspondant à une dissolution donc complète de la martinsite, et seule la structure Milman-Shelton est observée. Dans la partie supérieure, on retrouve par contre une martinsite avec sa structure aciculaire caractéristique. Donc nous allons maintenant discuter des évolutions microstructurales et de leur suivi au cours des procès de fabrication additive. Alors, à l'échelle méso, il est effectivement intéressant de pouvoir suivre le développement des structures de grains qui se forment, et différentes approches sont accessibles dans la littérature. Mais en particulier, l'approche cellulaire couplée à une résolution aimant finie est une approche particulièrement intéressante pour suivre les cinétiques de croissance des structures de grains. Cette approche est basée sur l'utilisation d'une grille de cellules qui va recouvrir le domaine d'intérêt, le domaine de calcul, et qui va être un support au mécanisme de croissance. Donc on a des formes de croissance polygonales ou polyédriques qui vont recouvrir les cellules et qui sont en fait des parties du grain en croissance dont on va suivre le développement. Cette approche est intéressante parce qu'elle permet d'intégrer à ce moment-là les étapes de germination et de croissance des grains et de suivre progressivement par un mécanisme de capture continue le développement de la structure de grain
au niveau de l'ensemble du domaine avec donc progressivement le recouvrement de la grille de cellules. Et en particulier, il est possible d'utiliser des vitesses de croissance déduites de modèles à littérature, comme ici par exemple avec de simples lois polynomiales, qui vont être adaptées à déterminer dans la direction 1, 0, 0 les vitesses de croissance des structures dendritiques. Cette approche est aussi intéressante parce qu'elle permet d'être couplée à de la résolution multiphysique des transferts thermiques et de la dynamique des fluides pour appliquer ou exploiter les fractions de grains qui ont été déterminées à l'échelle méso à une échelle spatiale supérieure. Donc, les approches de maths cellulaire permettent également de prendre en considération la structure de grains du substrat, souvent définie préalablement par germination aléatoire, et d'intégrer évidemment les mécanismes de croissance épitaxiaux et de sélection de grains qui correspondent à la croissance d'une nouvelle structure de grains sur les structures préexistantes, autant celle du substrat que celle des couches suivantes, formées sur celui-ci. Donc ces méthodes s'appliquent à une large gamme de matériaux pour peu que les signes de croissance soient déterminés. Et vous avez ici des exemples de dépôts de grains initial avec des structures de distribution de grains de taille régulière, dans le cas donc des développements des travaux de Ray et Corner présentés ici. Et donc on va développer une structure de grains sur cette structure préexistante avec une germination, avec une grain de base, une extension de grains de base pris de taille aléatoire, avec une néanmoins donnée par une distribution moyenne. Avec donc derrière la possibilité de caractériser les structures de grains formées au cours du procédé, c'est l'objectif, par donc ce mécanisme de croissance épitaxiaux sur les structures de grains existantes, donc gradé, taille et orientation des grains. Donc en termes d'application, dans la même référence, vous avez ici une première validation qui est faite dans le cadre de la croissance de structures de grains en sphérication dirigée. On a un ensemble de grains de base qui servent d'appui au mécanisme de croissance des structures de grains suivantes dans le cadre d'une solidification dirigée. Et on retrouve ici déjà un premier point intéressant qui est que une structure colonnaire rapidement va se développer par épitaxie avec un arrêt rapide des structures des grains les plus désorientés. Donc seuls survivent ici dans la partie supérieure, et on le voit encore plus sur la construction complète à 50 mm, seuls survivent quelques grains dont l'orientation est réduite, ou la désorientation plutôt est réduite par rapport au gradient de température. Quand on applique ensuite ces modèles à la croissance de structure en procédé LPBF, sur un AlGN 718, on retrouve également les mêmes phénomènes, c'est-à-dire une structure de grains colonnaire qui va se former ici dans ce domaine, sur cet alliage, avec une modélisation qui est bien montrée des grains colonnaires, de la formation de grains colonnaires, comme attendu, avec donc là le cas d'une stratégie de construction alternée avec des allers-retours de part et d'autre d'une ligne médiane qui est représentée par le plan qu'on voit ici. Il faut noter également que la vitesse de croissance des points de dendrite est prise ici, donc en effet sur forme d'un polynôme, avec un appui des données de la littérature pour cela. On retrouve donc également une texturation qui va être très marquée au fur et à mesure que la construction se poursuit. Donc ici, vous retrouvez une analyse des effets de la stratégie de parcours qui est également étudiée dans la même référence, et on va s'intéresser à l'influence de la stratégie de construction. Donc ici, on a une stratégie de construction alternée, aller-retour gauche-droite, ici une stratégie de construction uniquement vers la gauche, et ici une stratégie de construction uniquement vers la droite. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est que dans le premier cas, on a une structure qui est symétrique, avec une répartition relativement uniforme des orientations des grains, qu'on retrouve ici en termes de nombre de cellules occupées par des orientations spécifiques, entre moins 45 et plus 45 degrés dans cette application 2D. Quand on vient développer une construction uniquement dirigée vers la gauche, on se retrouve avec des angles d'orientation moins 30 degrés qui se retrouvent privilégiés, qu'on retrouve ici par les grains bleus. Donc on a les grains les plus, en tout cas dans la partie supérieure, essentiellement des grains d'orientation négative, qui s'explique donc également par la forme du bain liquide, qui a tendance à être, ici en prenant en compte les différents phénomènes physiques, à être incliné vers la gauche. Et dans le cas inverse, on retrouve ici, si on va aller vers la droite uniquement, d'orientation de structures qui sont marquées, mais avec une pique à environ 28 degrés, qui s'explique également par une orientation inversée du bain liquide par rapport à la construction précédente. Donc ici, on montre déjà que l'effet d'orientation du bain liquide en surface lié à tension de surface et aux directions d'écoulement a une influence sur la construction des structures, et une influence également, tout ceci est influencé par la thermique imposée au matériau.
Et ce qui est intéressant, c'est que ces résultats, ces développements se poursuivent encore dans la littérature scientifique, et en particulier les approches automates sont maintenant développées pour s'appliquer au cas 3D, aux structures 3D, et analyser l'influence des paramètres procédés. Donc ici, vous avez un exemple d'un procédé avec le même groupe de temps, en tout cas le groupe de Corning Corner. Ici, un exemple d'une application de construction par procédé sélectif Electron Beam Melting avec un alliage CMX64. On retrouve ici, dans le cours de construction en 3D, sur des plans de coupe, les orientations des structures de grains formées. Et ce qui est intéressant, c'est également de pouvoir, et on le voit que c'est tout à fait validé, comparer les structures de grains qu'on simule aux observations expérimentales, et on retrouve, en moins au niveau qualitatif, des observations relativement similaires, même quand on les regarde à différentes hauteurs de construction. Donc nous allons aussi revenir pour une dernière partie sur la résolution mécanique, en discutant des lois de comportement et de la résolution des équations d'équilibre. Nous allons discuter donc des distributions des contraintes ici, présenter quelques cas, et enfin terminer par une présentation également de l'approche inherent strain, qui est exploitée industriellement pour la prédiction des contraintes et des déformations dans les matériaux en cours de construction. Alors un premier point important, et sans entrer dans le détail des équations, pour la résolution mécanique, il y a des modèles finalement à développer pour résoudre la mécanique ou suivre les évolutions mécaniques du matériau qui doivent être adaptés à une large gamme d'évolutions thermiques. En particulier, donc, on peut utiliser des lois d'évolution souvent élastoplastiques, mais ce qui est intéressant, c'est d'étendre des modèles et de travailler également sur des lois élasto-viscoplastiques, dans lesquelles le tenseur des vitesses de déformation est décomposé en 3 composantes. Une composante élastique qui obéit à une loi hypoélastique de Hooke linéaire. Une composante viscoplastique, représentée ici, est définie par la règle de normalité, avec une expression de epsilon.vp proportionnelle au terme de tenseur déviatoire des contraintes. Et enfin, un terme de vitesse de déformation thermique, de dilatation thermique, directement exprimé en fonction de la dérivée de la masse volumique. Donc, dans ce type d'approche, on le retrouve d'ailleurs ici, on définit également des contraintes, en particulier la limite d'élasticité est égale à sigma y plus r epsilon bar, qui représente ici ce terme un effet décroissage considéré isotrope, même si des modèles anisotropes qui ne sont pas tels ici existent également. Et la contrainte équivalente de von Mises, sigma bar, prend la forme en effet de la sommation de la limite d'élasticité et d'un terme lié à la viscoplasticité du matériau. Donc, ces modèles-là sont applicables dans le cas de construction déjà à l'échelle méso et permettent de suivre ici, représenter la distribution des contraintes dans le matériau. Donc on a un exemple tiré du travail de doctorat de Qiang Shen mené au CMF de suivi des contraintes dans un matériau ici céramique pour un procès LPBF. Donc on retrouve bien les évolutions, vous voyez ici à travers les cartes de couleurs, les évolutions de contraintes dans le matériau et des contraintes particulièrement élevées en surface du matériau dans la direction XX de scan, ce qui peut traduire des effets de forte tension dans le matériau qui peuvent amener à la développement de fissures, comme elles sont d'ailleurs observées expérimentalement. Et dans un exemple ici tiré du travail de Liana Moniz, et on a également la possibilité de regarder les contraintes dans les autres directions, en particulier la direction YY ou la direction ZZ, et on se retrouve avec des contraintes également de traction qui peuvent expliquer des phénomènes de délaminage entre le cordon et le substrat, avec également donc la possibilité de caractériser complètement à l'échelle ici de méso les évolutions de contraintes dans le matériau. C'est intéressant parce que ces méthodes-là, ces méthodes numériques, permettent également, quand on s'intéresse aux évolutions mécaniques du matériau, en utilisant des lois de mécanique suffisamment pertinentes, de regarder également l'effet des stratégies de construction. C'est tout l'intérêt. En haut, vous avez un exemple de champ de contrainte dans le même travail qui a été calculé avec un simple laser unique. Vous voyez les puissances, les rayons internes et la vitesse de déplacement. Et si on essaye de regarder comment ces contraintes évoluent, on voit qu'elles peuvent être particulièrement importantes avec des valeurs de l'ordre de 3 gigapascal. Il peut être intéressant alors de jouer sur la thermique pour voir ce n'est pas possible en maintenant la température plus longtemps et en limitant les vitesses de refroidissement,
de limiter ces contraintes. Et c'est effectivement ce qui se passe. En ajoutant un laser de préchauffage du lit de poudre, on va, avec ces paramétries ici, on va maintenir en température le cordon plus longtemps, et on va se retrouver finalement avec un refroidissement plus lent et des réductions significatives des contraintes, en particulier dans la direction X-ing, la direction SCAD. Donc vous voyez ici l'effet important de cette stratégie de construction avec ce laser de préchauffage sur la diminution des contraintes éventuelles dans le matériau, ce qui peut amener à une meilleure qualité de construction. Donc une autre approche intéressante aussi en termes de résolution mécanique est celle liée à la méthode Inheritance Trend, dont le principe est rappelé ici de manière finalement très simplifiée. L'idée est de travailler sur une définition de la déformation totale epsilon tot endurée par le matériau en cours de construction et fabrication additive, comme la somme d'une déformation élastique qui peut être calculée aisément par des résolutions finalement linéaires, et epsilon i qui est le tenseur d'Inheritance Trend imposé. Donc le principe est de déterminer le tenseur epsilon i qui va être le tenseur attribué à la déformation plastique dans le matériau dans des conditions de dépôt similaires aux conditions procédées. Et pour cela, on va utiliser la structure de cantilever qui a été présentée précédemment, cette structure montrée ici, qui est donc réalisée de manière expérimentale dans les conditions identiques à celles du procédé qui est investigué, par exemple dans le cas d'un procédé de type SPBF. Et au cours de la construction, finalement, et plus précisément après la construction, après la libération de la structure, on se retrouve à avoir une flèche qui est donc associée à un tenseur spécifique de déformation. Ce tenseur de déformation est donc déterminé par la simulation à partir d'une loi de déformation, une loi de comportement mécanique du matériau, obtenue par un essai de traction, et cette loi de comportement mécanique introduite dans un code de calcul permet d'aboutir au tenseur des vitesses des tenseurs des déformations, les epsilon i. La loi de comportement mécanique donc est aussi associée à un comportement isotrope, et les constructions des pièces ici présentées sont celles d'un dépôt alterné avec un comportement considéré comme isotrope. Donc, en reprenant ici des éléments qui ont été apportés par Safran en termes d'exemples des applications, et on retrouve donc ici dans ces cas de construction illustrée la stratégie exploitée, la stratégie mise en œuvre pour exploiter cette approche. L'idée est donc, dans le cas d'une simulation macro du procédé, avec les mêmes paramétries que celles qui ont permis la construction de ces pièces, de venir ici, quand on simule la construction de la pièce, appliquer la déformation plastique epsilon i donnée précédemment, comme déformation plastique conséquente du procédé pour la construction n considérée. Alors la déformation totale est égale à la somme de la déformation élastique qui reste à déterminer et de la déformation plastique imposée. On résout l'équilibre mécanique sur la couche n en considérant également les précédentes couches avec un comportement élastoplastique, donc les couches précédentes sur lesquelles la méthode a été également appliquée vont retrouver une déformation plastique différente de celle imposée. L'équilibre mécanique va néanmoins fournir à la fois la déformation totale et déformation des couches précédentes. Et pas à pas, par construction successive, on va accéder aux déformations élastiques et déformations plastiques du matériau, c'est-à-dire déformations totales pour les différentes couches de construction. On a à ce moment-là une résolution multicouche avec une diminution forte du temps de calcul et une accélération de la simulation du procédé, puisque toutes les résolutions finalement sont relativement simples avec ce comportement élastoplastique. Et dans les cas d'application, également transmis par Safran ici, on a la possibilité de retrouver, avec les déformations totales, des zones de rupture privilégiées, par exemple ici, qui peut être liée à des déformations marquées. Donc la simulation, finalement, les observations expérimentales se retrouvent une très bonne concordance, qui est vraiment intéressant et qui montre la qualité et l'efficacité de ces approches, bien que finalement elles paraissent assez grossières, elles sont extrêmement efficaces pour déterminer déjà au premier ordre des zones de fragilité dans le matériau, notamment liées à des conditions, à des paramétries ou à des conditions géométriques de géométrie donc des pièces. L'intérêt est aussi de pouvoir avoir ici la déformation finale du matériau et de venir regarder quelle est la modification inverse de la géométrie qui doit être réalisée, afin d'avoir une géométrie
finale qui est correcte. Et donc de retrouver finalement à l'inverse, de retrouver la géométrie finale souhaitée à partir d'une géométrie initiale qui a été déformée dans le sens inverse de la déformation finale obtenue. Et un autre exemple ici est fourni par le travail de Liang ici, avec la simulation d'une simulation complète et des tenseurs de déformation, ou des valeurs de déformation équivalentes. Et ici, avec la méthode incidence-traîne, et on retrouve à nouveau dans cet exemple, deux évolutions extrêmement similaires des déformations de matériaux. Donc, en conclusion, on peut dresser un premier bilan. On voit ici qu'il y a une démonstration claire de l'intérêt des méthodes et des approches de simulation numérique pour suivre les évolutions thermomécaniques des pièces élaborées par procédé de fabrication additive. Et ces approches permettent déjà d'avoir une estimation des déformations et des contraintes dans les pièces et de connaître l'état final mécanique, microstructural après construction. Les outils permettent aussi d'avoir une prédiction des défauts liés à la fissuration, précisément, d'avoir l'influence des conditions de construction sur celle-ci. Et ceci, cependant, nécessite également de disposer de lois pertinentes sur le comportement mécanique et métallurgique des matériaux, en particulier à haute température. Donc les outils proposés apportent des informations déjà sur les stratégies de construction optimales et ils permettent de limiter ou de travailler sur la limitation de la formation des défauts par un travail sur la paramétrie de construction, les puissances, les vitesses, les trajectoires, mais également d'avoir un regard sur les géométries et leur évolution, la géométrie des pièces, et de voir comment les optimiser. Donc les perspectives sont également nombreuses. Pour la suite, il s'agit maintenant d'améliorer progressivement la fiabilité des modèles en réponse aux besoins industriels, de travailler également sur la réduction des temps de calcul afin de pouvoir travailler progressivement sur la construction aussi de pièces de grande dimension en réponse à ces mêmes besoins industriels. Ceci passe également par un travail autour des algorithmes de réduction de modèles, de remâche, d'adaptation des pas de temps. Et il y a également un intérêt à travailler progressivement sur des couplages multi-échelles entre des résolutions méso et macro par exemple. Tout ceci dans le cadre d'un bénéfice mutuel. Et enfin, il est également évident de devoir développer par la suite de plus en plus de validation expérimentale autour de ces développements numériques afin de fiabiliser les résolutions proposées. Et donc, je vous remercie de votre attention.